Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle table ronde qui a pour intitulé EHPAD de demain, innovation, services et images auprès des familles. On va découvrir le rôle des innovations, de la digitalisation, la traçabilité, des équipements pour améliorer justement la qualité de service, rassurer les familles et renforcer l'image de l'établissement. Pour nous accompagner sur cette table ronde, je vais commencer par les dames. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Léa Reboulet, qui est chef de projet chez Inforum. Juste à côté, Julien Poiroux, qu'on ne présente plus, directeur des opérations CEBI et Réseau Andromède, ainsi que Guillaume, j'espère que je le prononce bien, Durst, qui est responsable de projet chez Thermotex. Donc, bienvenue à tous les trois. Merci. Merci. Et merci. Alors, on va y aller. On va vous raconter une histoire aujourd'hui. On va parler d'un EHPAD, d'un EHPAD plutôt comme les autres. Pas comme les autres, d'un EHPAD comme les autres. Un établissement qui fait face aux mêmes questions que tous. Comment rassurer les familles? Comment aider les équipes? Comment améliorer la qualité du service malgré la pression? Et surtout, comment moderniser sans déshumaniser? Donc aujourd'hui, nos trois intervenants, c'est pas moi, c'est eux qui vont vous raconter cette histoire, à leur manière. Donc dans notre EHPAD fictif, les familles commencent à exprimer des inquiétudes. Transparence, perte de linge, manque de communication. Rien d'anormal, mais assez pour créer une petite fissure dans la confiance. Dans la réalité, quelles attentes des familles observez-vous le plus souvent ? Alors, c'est un vrai sujet parce qu'on explique souvent que le lien qui existe entre la vie passée et la vie présente d'une personne qui est dans un EHPAD, c'est notamment ses vêtements qu'elle porte, parce que c'est souvent des cadeaux de son mari ou de sa femme, de ses enfants, de ses petits-enfants. Et donc, le sujet du linge est un sujet qui peut créer des tensions qu'on n'imagine pas de nous-mêmes, parce que si aujourd'hui on perd un vêtement, on va aller se le racheter, on n'a pas forcément la même affection envers certains vêtements, certaines histoires. C'est tout l'opposé dans le monde de l'EHPAD. Donc quand on parle de ce sujet-là, c'est un sujet qui crée des grosses crispations, des grosses tensions avec les familles. Vous avez des enjeux financiers également. Et donc c'est un des points majeurs aujourd'hui à gérer pour un directeur ou une directrice d'EHPAD. Guillaume ou Léa, est-ce que vous voulez réagir ? En fait, je confirme, nous on est confrontés à ce genre de questionnement aussi relativement fréquemment. La crédibilité en fait, de l'activité de la gestion du linge et donc de la blanchisserie est hyper importante pour l'établissement EHPAD en général. Et donc c'est effectivement un des points qui est important et qui est très souvent relevé. Comment je fais pour fiabiliser? Comment je fais pour avoir une parole qui peut compter? Comment je fais pour pouvoir prouver le fait que je travaille correctement ou pas? Donc c'est effectivement un des éléments importants. Léa, quelque chose à ajouter? Oui, moi je plus sois aussi. Alors étant éditeur de logiciels, on est un petit peu plus loin de toutes ces problématiques, mais ça remonte quand même effectivement fréquemment. Donc justement, comme vient de l'évoquer Guillaume, qu'est-ce qui crée de la confiance et puis qu'est-ce qui va la fragiliser, cette confiance? J'ai un exemple en tête. On travaille chez Andromède à travers toute la France, de la grande ville jusqu'au petit village. Dans le passé, il y avait des liens forts humains avec, ça c'est la chemise de Joseph, ça c'est le chemisier de Martine, etc. Tout était reconnu, il y avait encore un côté humain et on savait reconnaître les familles lorsqu'elles arrivaient dans l'établissement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir cet aspect-là alors que c'est une attente des familles. Le principal sujet pour lesquels les directeurs ou directrices d'EHPAD veulent travailler un sujet de réinternalisation de la blanchisserie, c'est pas le linge plat, c'est pas la serviette éponge, c'est le linge de résident. Guillaume ou Léa? Oui, je confirme. Je te remercie de confirmer. Les projets effectivement de blanchisserie sont surtout liés au fait que la parole de la blanchisserie, elle est effectivement pas remise en cause quand une serviette est perdue, mais c'est surtout quand le t-shirt de Martine ou le chemisier de Josette est effectivement perdu et que la famille s'en plaint. Donc oui, encore une fois. Perdu ou abîmé? Ah oui. Rétréci, déchiré, etc. Sachant, je rajoute une chose, c'est qu'en plus c'est très particulier, puisque vous pouvez avoir aussi un vêtement qui arrive avec un état de vétusté qu'on ne maîtrise pas forcément, c'est pas que des vêtements qui sont neufs, et puis vous avez des vêtements qui sont lavés plusieurs fois par semaine, et donc qui soient un peu usés à la fin de l'année, c'est pas non plus une défaillance de l'établissement. Donc il y a beaucoup de choses qui changent et qu'il faut prendre en compte.
c'est vrai. Léa, quelque chose à ajouter? Pas plus. Pas plus, très bien. On est bavard. Non, il n'y a aucun problème. Donc, dans vos métiers respectifs, à quel moment est-ce qu'on vient vous voir et on vous dit on a besoin de faire mieux? Justement. Donc, en fonction de vos problématiques métiers à chacun. Alors, moi, je pense tout simplement quand la crédibilité de l'activité blanchisserie ou lingerie est remise en cause. C'est là où le besoin s'en fait le plus sentir, parce que rien de pire que d'avoir à expliquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. À partir du moment où je ne suis pas la gestion du linge au quotidien, je ne maîtrise pas en fait ce que je fais. Je ne peux absolument pas prouver quand est-ce qu'une pièce de linge a été vue la dernière fois, combien de fois la pièce de linge a été lavée. Comme l'évoquait Julien tout à l'heure, une pièce de linge qui a été lavée 70 fois par an, à un moment donné, elle risque effectivement peut-être un petit peu d'être moins jolie que lors du premier lavage. Et techniquement, je ne maîtrise pas si je ne suis pas. Donc c'est là où on en vient à des questionnements qui se posent. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Qu'est-ce qu'on fait pour être crédible dans notre activité, pour avoir droit à la parole et d'avoir le droit à la justification que mérite l'activité blanchisserie? Donc c'est très souvent ça. Ouais, et puis il faut se rappeler le contexte d'aujourd'hui. On a connu il y a 10-15 ans des EHPAD qui étaient tous avec un taux d'occupation proche de 100%, une capacité à recruter qui était déjà compliquée, mais peut-être pas au niveau d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les directeurs, directrices d'EHPAD nous disent déjà que j'ai du mal à remplir mon établissement dans certains cas, déjà que j'ai des frais qui ont explosé, déjà que j'ai du mal à recruter. Si en plus c'est pour avoir tous les 3 jours une famille qui vient m'engueuler, me demander de l'argent et que j'ai pas de solution à lui apporter, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et pour moi, il y a quand même un côté aussi qui est lié à ça. C'est le ras-le-bol supplémentaire que rajoute le linge sur la gestion quotidienne déjà des équipes, parce que c'est dur aujourd'hui de gérer un EHPAD, quel que soit le travail que l'on a dans l'établissement. Donc il y a aussi cette pression supplémentaire qui se rajoute quand on ne maîtrise pas le linge. Léa? Effectivement, comme disait Guillaume, il y a cette part où la blanchisserie ne va pas pouvoir contrôler et pas pouvoir justifier. Donc ça, c'est important aussi de revoir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour combler ce vide-là. Et puis après, il doit sûrement y avoir effectivement aussi un niveau de frustration au niveau de la direction, de se dire oula, il y a pas mal de problèmes qui s'ajoutent. Donc si l'histoire de notre EHPAD démarre par un besoin de transparence, quelque part, de traçabilité, de transparence, par quoi, ou j'ai presque envie de dire par qui, commence la transformation? Alors, soit il y a déjà une blanchisserie en interne qui traite du linge, mais pas du linge de résident. Souvent, ça peut être le cas déjà sur les serviettes éponges, le linge de ménage, etc. Donc là, c'est plutôt une entreprise comme le groupe Sebi au sein du réseau Andromède, où on va regarder quelle est la charge de linge qu'il va falloir rajouter, qu'est-ce qu'il faut rajouter du coup en termes de laveuse, de séchoir, de matériel de finition, pour rajouter cette partie-là. Soit on est dans une configuration différente, c'est-à-dire qu'on a déjà le linge de résident qui est traité dans l'établissement, mais pour autant, ça ne fonctionne pas encore assez bien. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de secret. On ne va pas mettre des post-it sur des vêtements. On va devoir passer sur la technologie moderne, la RFID. Et là, c'est vous. Et là, c'est nous qui reprenons le relais, effectivement, parce qu'il y a toute la partie technique dans un premier temps qu'il va falloir analyser. Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Quelle est la solution idéale d'un point de vue matériel pour la gestion au quotidien du linge de résident, qui est effectivement la problématique numéro 1 en général? Et du coup, quel est l'outil informatique à disposition ou qui devra être mis à disposition pour réussir à gérer la problématique le plus rapidement possible, le plus correctement possible, et avec du coup un travail de collaboration entre les gens qui maîtrisent ces 3 sujets-là, on arrive à résoudre les problématiques des clients. Et c'est là que Léa arrive. C'est ça. Et c'est là que le logiciel arrive. Donc le logiciel, il va arriver à la fin. Il va être paramétré au mieux en fonction des vraies problématiques de l'EHPAD, parce que chaque EHPAD peut avoir aussi des demandes différentes et donc des besoins différents. Donc il va y avoir certains paramétrages, des choses comme ça. Et aussi tout ce qui est la recherche de pièces. Du coup, si ce sont des pièces perdues ou non, ça va permettre de vraiment fiabiliser cette recherche grâce aux puces et au matériel, parce qu'on va savoir quand est-ce que la pièce est rentrée dans la blanchisserie, quand est-ce qu'elle est sortie pour la dernière fois et à quel porteur elle appartient. Et puis vous avez ce fabuleux outil ce pistolet qui va chercher les vêtements pour voir s'il n'est pas dans la bonne chambre mais qu'il est quand même dans l'établissement, pour voir où il est. Par exemple.
effectivement, c'est des outils qui sont mis à disposition, donc ça va rentrer dans le spectre des produits qui sont disponibles, qui sont utilisables exclusivement avec la RFID si on veut le faire bien. Donc il y a là toute une analyse, une gestion des besoins qui est faite pour élaborer correctement la stratégie à mettre en œuvre. Très bien. Alors, jusque-là, on a posé le décor. Notre EHPAD décide de passer à l'action. Donc avant même de parler quelque part de technologie, il faut revoir l'espace, l'organisation, les flux. Et là, on touche au concret, on est sur les machines, l'ergonomie, la circulation du linge. Donc là, je me tourne vers toi, Julien. Comment un EHPAD modernise sa blanchisserie? Alors, il y a 3 solutions où il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, il a déjà un local qui est disponible et qui a une superficie suffisante pour traiter la quantité de linge de l'établissement. Dans ces cas-là, on va plutôt créer des zones, idéalement une zone sale et une zone propre, et on va mettre les machines qui ont des capacités qui correspondent aux besoins. C'est de la science, c'est de la logique, c'est des mathématiques, ça c'est pas du tout au pif, mais on doit aussi tenir compte de certaines contraintes comme où sont les extractions pour les buées des séchoirs, quelle est la puissance électrique, est-ce qu'il y a du gaz, etc. C'est une vraie expertise que l'on a chez nous et qui va déjà permettre de résoudre beaucoup de choses. Deuxième cas de figure, on a un local qui est trop petit. Là, on va devoir faire des choix. Soit on agrandit, on fait des travaux et on trouve un autre local. Parfois, il y a un vestiaire ou autre à côté. Soit on va se dire qu'on n'a pas le choix, on reste comme ça et on fait un choix. Qu'est-ce qu'on garde en interne? Ce ne sera pas les draps, ce sera rarement non plus les serviettes éponges, quoi qu'à la rigueur les serviettes éponges, mais ce sera rarement les VT aussi, qu'on laisse à l'extérieur. Ça sera le linge de résident. Et puis la troisième solution, elle est juste derrière vous. C'est que si vous souhaitez vraiment le faire, vous pouvez aussi mettre une blanchisserie externalisée, c'est-à-dire on le fait sous forme de container, qu'on met sur le parking de l'établissement et qui permet de gérer le linge dans un espace qui est dédié qu'à ça, même si on n'avait pas de pièces dans l'établissement. Ça, c'est sur la partie matérielle. C'est loin d'être anodin. Aujourd'hui, si on met une machine de 20 kg alors qu'il fallait une 15 ou une 25, c'est l'enfer pour les 10 ans qui viennent pour les salariés. C'est potentiellement une masse salariale qui va être décuplée, ou des conditions de travail qui seront mauvaises, ou l'impossibilité de mélanger le linge ou de bien le trier ou autre. C'est une science, c'est un métier. Donc justement, quelles erreurs fréquentes est-ce que vous, au niveau du réseau Andromède, vous avez l'habitude de corriger, je vais dire? Alors la première erreur, c'est qu'on ne se rend jamais compte suffisamment précisément de ce qu'on traite. Le nombre de visites qu'on fait, où on dit à la lingère, vous faites combien de cycles par jour? 12. Ah bon, vous travaillez 18 heures par jour? Non, parce que pourtant le cycle il dure 1h30. Non, on a du mal à comptabiliser. Donc la première chose, c'est qu'on doit mettre des chiffres et on doit mettre des vrais chiffres. C'est-à-dire qu'il y a des ratios aujourd'hui. Un résident, toute l'année, quel que soit l'endroit où il se trouve en France, globalement, il sort la même quantité de linge. On va mettre de côté les configurations Alzheimer ou autres, mais on a des ratios, on a des taux de chargement qui nous permettent, avec des fichiers, avec notre expérience, de définir des capacités. Ça va dépendre aussi du nombre d'ouvertures par semaine. Si vous êtes fermé le samedi et dimanche, le lundi et mardi, vous tapez le linge du vendredi, du samedi et du dimanche. Il faut aussi savoir l'anticiper. Ça dépend si on privilégie plutôt un investissement sur des capacités ou sur les équipes. La vision chez Andromède, c'est de dire qu'on fait des blanchisseries pour les nuls. C'est un terme qu'on utilise depuis très longtemps de manière provocatrice. C'est qu'on considère que c'est très compliqué de faire simple, mais c'est ce qui fait que n'importe quelle personne qu'on pourra recruter comprendra tout de suite comment on fait et aura un schéma qui sera très simple. Parce qu'il n'y a pas vraiment de formation en blanchisserie comme il y en a en cuisine ou les ASH ou autres. Donc il faut faire des blanchisseries simples et faciles à comprendre. Mais je fais le point avec la RFID. La RFID simplifie tout parce qu'on comptabilise, on processe. C'est la deuxième étape une fois qu'on a fait une belle blanchisserie. Mais on va en parler. C'est ça. Absolument. Tu viens de toucher un point qui est intéressant. Qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien du personnel? Alors, un EHPAD, c'est une équipe. À partir du moment où le linge est traité en interne, ça veut dire que déjà dans les étages, il faudra mettre en place du respect des process, parce que si on ne respecte pas le tri du linge sale dans les chambres, puis dans les étages, la personne qui va le subir, c'est la collègue avec qui on déjeune le midi, avec qui on est en pause, et qui a la même directrice ou directeur que nous en cas de problème. Donc on va devoir, pour le coup, avoir un process, nous on dit du lit au lit, de la chambre à la chambre, qui soit respectée. Et la blanchisserie est une partie qui est au milieu, mais ce n'est pas une partie qui est externalisée, qui est loin et dont on se fiche complètement. D'accord. C'est le premier changement. Deuxième changement, c'est qu'on peut dire aux familles,
Je le fais moi-même, donc je maîtrise. Nous, on a des directeurs, directrices d'établissements qui font des photos ou qui font visiter leur blanchisserie en disant « Choisissez mon établissement parce que, regardez, j'ai une très belle blanchisserie ». Et donc, j'ai bien géré le linge de vos familles. Et puis, troisième chose, c'est que si en plus on a une blanchisserie qui répond à la norme RABC, on va pouvoir expliquer qu'en termes de risque d'hygiène, on a connu les pandémies, donc on sait que c'est réel, on va être dans des conditions qui vont protéger les résidents. Et vu que ce sont potentiellement des personnes plus faibles que dans l'hôtellerie, c'est extrêmement important. Donc, c'est un outil, une belle blanchisserie, pour recruter plus facilement et pour convaincre les familles également de nous choisir à la place d'un confrère. Tout à fait, je te remercie. J'allais te demander quelle était la perception justement après au niveau des familles, donc tu as anticipé. Donc une fois que l'espace est repensé, l'EHPAD, il veut aller plus loin, c'est normal. Il veut comprendre, il veut suivre, il veut anticiper. Donc là, on arrive justement sur le passage au digital. C'est le moment où notre EHPAD, il installe un logiciel et de la RFID. Et tout à coup, le linge, il parle, comme tu l'as dit tout à l'heure, Julien. Et le linge se met à parler, il raconte son histoire, les données deviennent lisibles, les litiges tendent à disparaître. Hein. Je ne dis pas que c'est une baguette magique absolue, mais quand même. Et donc, je me tourne vers toi, Guillaume. Voilà, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Comment la RFID, elle va justement changer le quotidien dans cette EHPAD ? Ben là, il y a plusieurs aspects à prendre en considération aussi. C'est l'aspect du travail en blanchisserie tout simplement, donc un gain de productivité parce que je vais plus vite à lire une puce qu'à chercher une étiquette dans une pièce de linge. Donc ça c'est de la réalité quand on scanne le linge sale dans une blanchisserie pour prouver qu'il est arrivé. C'est également la réalité quand je vais devoir scanner une pièce de linge en sortie pour pouvoir le trier au propre et le rendre à son résident. Donc ça c'est le premier point qui est certainement hyper important par rapport à ça. Donc le gain de productivité de la blanchisserie est un élément. Le second je te coupe, Guillaume, mais tu peux éviter une erreur parce qu'une personne qui vient d'arriver dans l'établissement pourra voir que c'est un vêtement qui est dédié à un linge délicat, un programme délicat, et ne fera même pas d'erreur de lavage. On y arrive après, ouais. Excuse-moi. Dans le process, on y arrive après. Et c'est une partie aléa aussi. C'est la gestion du linge, effectivement, dans le logiciel. Si on parle juste du média, puisque la puce RFID reste le média utilisé pour pouvoir identifier le linge, on a ce gain de productivité. Le deuxième élément, c'est que c'est quelque chose qui va permettre d'être un petit peu plus moderne qu'une étiquette actuellement, sachant qu'on a besoin d'équipements, qu'on a la possibilité de pouvoir lire de manière mobile, sans contact visuel. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus dans l'air du temps qu'une étiquette qui existe depuis 40 ans. C'est moins intrusif en fait également. Exactement. Et on oublie très souvent que le fait d'avoir une étiquette avec un code barre ou avec un code data matrix qui est imprimé dessus à l'intérieur et positionné dans le col de la pièce de linge est un élément qui peut perturber le résident. Parce que le résident peut se dire je suis fliqué, j'ai quelque chose qui est suivi, qui est tracé, qui est problématique pour moi, pour ma personne, ouais. Ou peut-être même que c'est la famille qui va dire pourquoi j'ai besoin d'avoir un code barre, est-ce que le nom et le prénom du résident ne suffiraient pas dans le t-shirt de ma mère? Donc voilà, c'est des éléments qui rentrent en ligne de compte. La RFID pour ça, c'est un deuxième atout pour la RFID, on va dire, dans la gestion du linge de la blanchisserie, notamment pour le linge résident. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça fait disparaître certaines peurs du coup auprès des familles. Hein. Et donc, ça fait gagner en sérénité les équipes. Absolument, la sérénité parce que je vais traiter plus de linge dans le même temps. Donc j'ai peut-être besoin, comme disait Julien tout à l'heure, de moins de personnes pour traiter le linge. C'est de la sérénité aussi parce que j'ai réponse aux questions qui peuvent se poser. Donc si une famille me pose la question « Où est le t-shirt de ma maman ?», sans système de traçabilité, j'ai aucun moyen d'y répondre. À partir du moment où la blanchisserie ou la lingerie est en mesure de pouvoir répondre à cette question-là, la question ne sera pas reposée une deuxième fois. On a l'habitude de dire qu'une question qui est posée une fois par une famille ne sera pas reposée. Pourquoi ? Parce que j'ai l'outil qui me permet de vérifier. Et quand moi, lingère, je dis à la famille « Attention, la pièce de linge, je l'ai vue 18 fois en 3 mois et je l'ai vue la dernière fois le 4 octobre », j'ai quelque chose de factuel qui peut être confirmé, validé, vérifié. Et donc, de fait, les familles savent qu'il y a
un système, savent qu'il y a une méthode, savent qu'il y a un moyen de prouver et de justifier, et de fait, ils ne reposeront pas 2 fois la même question, en général. Ouais. Léa, je me tourne vers toi. On parle beaucoup des données, voilà, les données. Justement, comment est-ce qu'un logiciel, il va rendre toutes ces informations, toutes ces données utiles, exploitables, fluides? Après, voilà, c'est notre métier. Donc, comme disait Guillaume, il y a pas mal d'avantages à la RFID, notamment au niveau de la rapidité. Et nous, en tant qu'éditeur de logiciels, on peut aussi mettre des outils à disposition. Donc, mettre des outils aussi de lecture en masse. Par exemple, si on a besoin d'aller plus vite et qu'on n'a pas besoin de faire le tri du linge en fonction des programmes de lavage. Mais sinon, on a aussi des outils pour faire, comme disait Julien tout à l'heure, le tri du linge en fonction des programmes de lavage. Alors pour ça, on a aussi différentes méthodes. On peut passer par des couleurs, on peut passer par des chiffres. Mais nous, on va vraiment s'adapter beaucoup plus à la blanchisserie. Et donc, c'est ce qui permettra aussi, comme disait Guillaume, à la blanchisserie de pouvoir justifier, donner des arguments, dire voilà, le chemisier de Josette est passé chez nous le temps. Au niveau du nombre de lavages, ça commence à faire beaucoup. On peut aussi imaginer de mettre l'état en fait du vêtement, savoir est-ce que c'est un vêtement neuf, puis après le changer. Ah là pour le coup il est devenu usé. Ah il a une petite déchirure, des petites choses comme ça. Et on va pouvoir, enfin le vrai plus c'est effectivement la traçabilité, de rechercher un vêtement en particulier et d'avoir vraiment tout son historique. C'est intéressant. Ça lie à 10 mètres, hein, c'est ça à peu près. Ça peut lire à 10 mètres ouais. Au besoin. Ouais. Alors attention, la technologie elle est très bien. Lire trop loin, c'est pas forcément toujours sympathique. Donc la technologie, il faut qu'elle soit étudiée correctement aussi. Je pense qu'on attaquera peut-être tout à l'heure les aspects techniques aussi sur notre fameux établissement là qui a besoin de passer à l'action. Tout à fait. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Léa, juste avant, parce que ça montre aussi à quel point on rappelle le contexte. On est dans le soin à la personne. Et ça participe vraiment à ça, en réalité. C'est un soin aussi, quelque part. Le soin au linge participe du soin à la personne. Voilà, je vais le dire comme ça. On est vraiment là-dedans. À quel moment est-ce que le digital, Léa, il va débloquer du temps humain ? Parce que pendant qu'on gagne du temps, on peut mieux s'occuper aussi, justement, de tous ces résidents. Oui. À partir du moment où, déjà, comme disait Guillaume, à partir du moment où on a une puce RFID et pas une étiquette, on va déjà gagner beaucoup de temps parce qu'on n'aura pas besoin de chercher l'étiquette pour vraiment scanner le code barre. Et parce que le tri du linge, du coup, est presque automatisé. C'est ça. Et après, on peut gagner du temps sur vraiment pas mal de postes. Donc, au tri du linge sale, par exemple, avec les programmes de lavage qui vont être associés aux pièces. On peut gagner du temps aussi à la sortie. Quand le linge est plié, on va venir, pareil, scanner la puce RFID et ça va venir nous faire la recomposition. Donc, si jamais on a pas mal de linge qui a été mélangé et qui sort au fur et à mesure en fait, de la blanchisserie, on va pouvoir recomposer à quel porteur ça appartient, donc à quelle personne. Et ça aussi, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps plutôt que toujours pareil, chercher l'étiquette, voir à qui ça appartient, se remémorer aussi de quel tas pour quelle personne j'ai mis où, etc. Donc il y a pas mal effectivement de postes qui peuvent être améliorés avec la digitalisation. Et puis il y a un intérêt complémentaire, si tu permets Léa, c'est que grâce à un outil de traçabilité, notamment pour le linge sale, il y a des postes en lingerie qui sont plus faciles d'accès, qui sont plus facilement remplaçables quand j'ai quelqu'un qui part en congé, qui est malade, qui ne peut pas être à son poste de travail normal. Pourquoi ? Parce que si le marquage du linge est fait correctement avec la puce RFID et qu'on lui définit correctement le programme de lavage lors du marquage de la pièce, eh ben, je vais me retrouver avec la situation suivante, c'est qu'à chaque passage de cette pièce en blanchisserie, je vais avoir un système informatique, donc le logiciel en combinaison avec la puce RFID, qui va informer l'opérateur du programme de lavage dans lequel la pièce de linge devra être posée ou jetée si c'est un bac. Donc moi aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que ça fait 20 ans que je travaille chez Thermotex, donc dans le métier de la blanchisserie. Je ne maîtrise pas les textiles. Vous pouvez prendre n'importe qui, même moi, si le marquage il est bien fait, je serai capable de faire le tri en entrée du linge sale sans notion textile. Donc c'est un point qui est important, c'est-à-dire que ça laisse aussi là encore un champ d'action intéressant, c'est que j'ai pas besoin d'avoir de spécialistes ou ces spécialistes sont remplaçables dans l'activité quotidienne. Un absent,
un congé, un départ, tout ça c'est plus facilement remplaçable si en amont le travail est fait correctement, grâce aux outils. Tu as un autre aspect aussi, Sandra, c'est que tu as pas mal d'établissements publics, associatifs ou privés qui réfléchissent à mutualiser la blanchisserie. C'est-à-dire que si j'ai 2-3 établissements qui ont le problème, mais que j'en ai qu'un qui a la place pour faire une blanchisserie, on va mettre le linge de ces 3 établissements sur une seule blanchisserie et faire le redispatch derrière, eh ben, c'est un vrai bonheur avec la RFID. Sans ça, c'est l'enfer. Donc ça permet aussi de débloquer des situations d'internalisation mutualisée. Alors, je rebondis sur plusieurs choses qu'on s'est dites depuis tout à l'heure, entre cette histoire de le soin, ça participe du soin, le soin du linge participe du soin à la personne, mais en même temps, on est en train d'implémenter de la traçabilité, de la RFID, du digital, ça peut aussi faire peur. Comment est-ce que dans cet environnement-là, on maintient l'humain au cœur du sujet alors que l'outil devient central ? Là, c'est très simple. L'outil, c'est pas un outil full automatique, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'humain pour pouvoir le gérer. La gestion de l'outil, elle est forcément gérée par de la compétence humaine. Cette compétence humaine, elle est mise à rude épreuve quand on lui pose une question. Donc, l'outil ne reste, enfin, l'équipement ne reste qu'un outil pour répondre aux questions. Mais on ne posera jamais la question à une machine. C'est toujours l'humain qui est en première ligne. Ouais, puis moi j'ai vu des salariés qui disaient si je vais dans un autre établissement, je veux qu'il y ait la RFID, je veux plus faire sans RFID. Revenir oui. aux anciennes méthodes. Parce que donc c'est un levier de recrutement et de fidélisation. Et de fidélisation, parce qu'en plus c'est tellement bien fait leurs outils, comme tu disais, avec des logos, des codes couleurs, etc., que tout le monde s'adapte très facilement à ça. C'est c'est des smartphones globalement, les outils ressemblent à des écrans de smartphone. Ça valorise aussi beaucoup les équipes. Et ça rend la blanchisserie, ça la met sur le devant de la scène de l'EHPAD. Oui, bah justement, alors à ce stade de l'histoire, tout fonctionne mieux, a priori, dans notre EHPAD fictif. Hein. Mais une question se pose. Faut-il montrer ces innovations? Faut-il les afficher? Faut-il les raconter? Parce que moderniser un EHPAD, c'est aussi raconter qu'on l'a fait. Hein, Donc, comment est-ce qu'un EHPAD il peut valoriser ces changements auprès des familles? On est plus sur un onglet un peu communication, du coup. Je parle de ma partie, puis ils expliqueront la leur. Moi, je pense qu'il faut laisser les portes de la blanchisserie ouvertes aux besoins lorsqu'on fait la visite avec les familles. Évidemment, c'est un lieu de travail avec des machines industrielles ou professionnelles, donc on ne laisse pas ouvert en permanence. Mais il faut que ça fasse partie de la visite pour convaincre les familles de choisir un établissement. Et puis, je pense que il y a un côté didactique qui est très important. C'est tellement génial. Et après, j'aurais tendance également à dire que la transparence amène la confiance. Et si la blanchisserie est en mesure de répondre aux questions des familles, dans ce cas, ça va ramener un peu cette confiance qui manquait et aussi du professionnalisme quelque part, parce que la blanchisserie va être en mesure d'expliquer comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Et du coup d'avoir un petit peu plus de merci, de crédibilité. Moi, je rajouterais que non seulement c'est important d'avoir l'outil à disposition, mais surtout de l'utiliser. Et donc, en parler auprès des familles, c'est non seulement obligatoire, mais nécessaire. C'est-à-dire que l'outil, je vais devoir l'utiliser pour répondre aux questions. La technologie, je vais devoir l'utiliser pour répondre aux questions. Je peux expliquer aux familles aussi que mes pièces de linge, elles ont une puce, mais que c'est pour la bonne cause, c'est pour répondre, c'est pour traiter le linge plus rapidement, c'est pour répondre à vos attentes, etc., etc., etc. Donc, en fait, quelque part, il n'y a que des avantages et autant en parler. Et puis peut-être expliquer qu'il n'y a pas de nocivité. C'est des ondes comme les ondes radio, c'est la même chose qu'on a sur les vêtements chez Zara ou chez Decathlon. C'est une technologie qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a peut-être les rassurer aussi sur le fait qu'il n'y a pas de risque. Ce qu'il faut dire tout simplement, c'est que c'est une technologie effectivement qui est passive. Donc par définition, la technologie passive n'émet aucune onde. Donc les fameuses puces RFID ne font que réagir quand on la met dans un champ qui lui demande de se réveiller. Donc techniquement, les gens peuvent tranquillement dormir sur leurs 2 oreilles. Il n'y a absolument aucun risque pour la santé. Toutes les puces sont absolument passives et elles ne sont absolument pas nocives. C'est intéressant. On a bien compris que c'était un levier de recrutement et de fidélisation du personnel, un levier d'attractivité aussi, du coup, si je puis dire.
Mais comment est-ce qu'on explique qu'on reste authentique et qu'on ne tombe pas dans la tech façade? Qui s'y colle? Tout simplement parce que c'est un outil aujourd'hui qui prend son sens à cause ou grâce à l'évolution du métier de la lingerie ou de la blanchisserie. Je ne pense pas qu'il faille se poser trop de questions non plus. On est sur une période qui évolue extrêmement rapidement et je pense tout simplement que la lingerie n'échappe pas à cette évolution, que les maisons de retraite en général, les EHPAD n'échappent pas à cette évolution, voire cette révolution, quel que soit le secteur, quelle que soit la branche de l'ESAT, de l'EHPAD. Donc, à mon sens, c'est simplement la normalité, c'est que ce sont des outils qui sont à disposition, qui vont être de plus en plus mis à disposition, et on va y passer tous. Peut-être une petite question qui me vient sur ce que tu l'évoquais tout à l'heure, Guillaume, quelque part, la facilité d'appréhension de cet outil. Donc, en termes de formation du personnel, comment ça se passe ? Au niveau de la formation, je sais qu'au niveau d'un forum, on accompagne nos clients dans la mise en place. Donc, on va faire des formations à distance ou sur place. Le mieux, c'est de faire vraiment participer les personnes, c'est-à-dire de les faire scanner, de les faire marquer, de leur montrer vraiment comment est-ce que ça s'articule avec tous les outils qui sont mis à disposition. Et après, c'est vraiment un accompagnement du début à la fin et on attend qu'ils soient vraiment autonomes sur la solution pour pouvoir après les lâcher et qu'ils puissent travailler en autonomie sans avoir de ralentissement de production ou autre. Toi, Julien ? Alors, nous, on essaie d'accompagner du début à la fin, parce qu'il y a en plus un renouvellement de personnel qui est assez régulier. C'est pour ça que j'aime bien reprendre cette expression, la blanchisserie pour les nuls, c'est-à-dire une blanchisserie simple, et la RFID rentre complètement dedans. Depuis toujours, la blanchisserie est cachée, elle est mise au sous-sol, elle est dans un endroit qu'on ne veut pas voir, alors que c'est un élément central de l'activité de l'EHPAD. Le fait de donner des outils qui soient bien dimensionnés, des conditions de travail qui soient bonnes, les outils d'aujourd'hui pour les équipes, au-delà même du résident, ça devrait être la base. Et s'il y a ce salon qui existe, c'est parce que la blanchisserie, c'est aussi un métier noble et indispensable. Bien sûr. Guillaume ? Au même titre que la cuisine, par exemple, qui est l'un des 2 ou 3 éléments peut-être les plus importants de la vie d'un résident en EHPAD. Et donc, c'est effectivement l'un des points les plus importants. Ouais. Une comparaison qui est revenue très fréquemment sur l'ensemble des tables rondes depuis hier. La traçabilité HACCP, elle est digitalisée. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Donc, c'est logique. Bon, alors vous avez sûrement des exemples où un EHPAD a réellement changé d'image après une modernisation. Racontez-nous. Moi, de mon point de vue, 6 mois après l'installation en moyenne, 6 mois après l'installation d'un système de traçabilité dans un établissement, quand tu reviens voir les gens, c'est tout simplement un bonheur pour les gens de pouvoir avoir la crédibilité dans leurs paroles. Donc, c'est effectivement un élément positif pour la productivité, donc là on prend l'aspect du travail en tant que tel, mais c'est également un point très positif pour l'aspect communication avec les familles et avec les familles des résidents, tout simplement parce qu'on a la possibilité de prouver ce qu'on le fait correctement, qu'on le fait bien, qu'on le fait avec du sens, qu'on le fait avec de l'envie et qu'on le fait pas, je rends les pièces de linge juste comme ça parce qu'il faut que je les rende, quoi. Donc impact positif sur l'image. Absolument, toujours. Ouais. Le bon exemple, c'est que nous, on a souvent des demandes de RFID qui viennent des directeurs ou directrices qui l'ont connu dans leur ancienne EHPAD et qui veulent le mettre. Oui, et les lingères, les lingères qui ont touché à votre RFID sont nos meilleures vendeuses. Elles vont voir leur directrice dans le nouvel établissement et disent « Attends, c'était top, on ne peut pas travailler sans ça aujourd'hui. » T'as un autre exemple sur un EHPAD comme ça, justement? Moi, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, je sens que la mutualisation entre plusieurs établissements, c'est un gain financier qui est important et ça ne peut exister que grâce à la RFID. Et on a énormément de cas concrets de mutualisation qui se font grâce à ça et sans la RFID, ça ne marcherait pas. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Léa, un exemple? Pas bien plus. Non, en tant qu'éditeur de logiciels, on est quand même un petit peu plus loin de ça. Nous, on aura plus tendance à avoir des contacts avec la blanchisserie. Donc, ça sera plus opérationnel en disant « Ah, le matériel est génial, ça va super vite », des choses comme ça, plus que vraiment avoir le point de vue de l'EHPAD en elle-même.
Il y a une chose qui me vient, j'ai oublié de le dire, on parle souvent du retour sur investissement. Oui. Parce que c'est un investissement. En fait, j'allais rebondir et te poser la question. Alors, formidable. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, et avec toi, Guillaume, sur des rendez-vous qu'on a fait en commun, sur le retour sur investissement. Là, on a vu la partie recrutement, la partie image avec les familles, les litiges que tu as en moins, ça peut être plusieurs centaines de milliers d'euros par mois que tu rembourses plus aux familles. Il y a aussi un point que nous, on a identifié avec Guillaume, c'est que une blanchisserie dans un EHPAD, c'est un petit peu comme un process industriel. Ça rentre sale, ça sort propre, ça doit être tracé, etc. Mais chaque journée est différente. Je disais, si on ne travaille pas le week-end, le lundi et le mardi, ça ne ressemble pas à un vendredi. Ça nous a permis aussi de monitorer et de dire, attendez, normalement, mesdames, le lundi, c'est 9 cycles. Le mercredi, c'est 7. Et si on se rend compte que le lundi, il y en a eu 12, alors que normalement, c'est 9 à chaque fois, ça permet aussi d'avoir un management qui soit beaucoup plus opérationnel. Il y a un autre aspect, c'est que comme il nous le disait, ça permet de mélanger le linge qui va dans le même programme pour le redispatcher après. Ça permet donc de charger les machines au maximum de ce qu'elles peuvent et donc à la fin de la journée d'avoir fait moins de machines qu'avec le tri un peu au feeling comme c'est fait habituellement. Donc moins de machines, c'est-à-dire moins de temps de travail et économie d'énergie parce qu'on va vraiment optimiser la charge de chaque machine. Ok. Je rebondis aussi sur les machines. Il y aura aussi économie d'eau et produits lessiviels aussi par extension. Donc effectivement, c'est non négligeable. Là, on a un vrai retour sur investissement. Je pense qu'on peut, dans beaucoup de cas, enlever 1, 2, voire 3 cycles par jour grâce à une bonne organisation. Oui, et on parlait de l'impact positif du coup sur l'image, et bien évidemment ce type d'investissement rejaillit justement sur cette image qui ces derniers temps a un petit peu souffert. Il y a eu pas mal d'histoires, de petites polémiques, etc. Et ça montre bien qu'il y a des choses qui sont faites pour améliorer justement le quotidien des résidents, qui reste au cœur du sujet en fait. C'est bien. Et celui-ci, on peut difficilement le quantifier. Ce retour-là, on peut difficilement quantifier. On sait que c'est beaucoup, mais pas en parlant de retour sur investissement. Ce retour-là, on sait que c'est positif, mais on peut difficilement le quantifier. Donc, techniquement... Encore que, parce que si un directeur d'EHPAD met en place des indicateurs de satisfaction auprès de ses résidents et des familles, ça peut se mesurer. Là, c'est positif. C'est positif dans tous les cas. Ouais. Ok. Bon, alors notre histoire se termine en 2025, mais elle se poursuit en 2030. Et donc, ma dernière question s'adresse à vous trois. En une phrase, quelle est votre vision de l'EHPAD de demain ? Allez, vous avez 30 secondes de réflexion. Je vais prendre la parole, ça ne sera pas forcément technologique, mais je pense que tu parles de la blanchisserie en EHPAD de demain. Oui. Je pense qu'il faut qu'on puisse vraiment la rendre complètement transparente, un peu à l'image des restaurants qui ouvrent leur cuisine, qui disent d'où viennent les producteurs, le parcours du chef, etc. Il faut qu'on puisse être fier de ce qui est fait parce que c'est un élément qui est important en termes d'hygiène, en termes de bien-être, etc. Et donc moi j'imagine vraiment une blanchisserie dont on est fier et non plus une blanchisserie cachée avec des gens qui ne sont plus respectés. Guillaume ou Léa ? De mon point de vue, si la blanchisserie de demain continue d'avancer aussi vite ou le process de blanchisserie dans l'EHPAD avance aussi vite que ce que ça a avancé en ces 3 ou 5 dernières années, on peut s'attendre à des choses qu'on ne suppose pas encore aujourd'hui, qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui, qu'il va y avoir encore de l'évolution, voire peut-être encore une autre révolution qui risque d'arriver. Donc moi, je suis plutôt optimiste pour qu'on dynamise encore un petit peu plus l'activité lingerie, le service rendu aux résidents, etc. etc. Parce qu'à mon avis, il y a des bonnes idées encore à chercher. La RFID va être l'un des éléments, l'un des acteurs, mais certainement pas que. Des évolutions logicielles, des évolutions sur l'organisation physique des lieux. Je pense que il y a encore... L'ergonomie de travail des équipes aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont encore évoluer, et certainement très positivement. Et si on reste sur cette pente ascendante, on va arriver haut. A priori, ça devrait fonctionner dans la mesure où, sauf erreur de ma part, la part justement financière dans l'ensemble des dépenses de la famille chaque mois pour le résident, la part représentée par l'entretien du linge est quand même conséquente. Oui, et la RFID sert aussi d'ailleurs aux établissements à monitorer le coût que représente la blanchisserie par rapport aux subventions, par rapport à la facturation aux familles. Donc c'est aussi intéressant cet aspect-là. Ok. Léa ?
Je rejoins Guillaume sur le fait que la blanchisserie a beaucoup de potentiel sur le futur, autant au niveau des technologies qu'au niveau logiciel. Et je dirais que la blanchisserie de demain, ça sera digitalisé, mais on gardera quand même toujours de l'humain derrière. Et le but, ça serait d'avoir de plus en plus de transparence et de traçabilité. Et c'est exactement la conclusion que j'allais faire, presque mot pour mot, Léa. Bravo. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses encore à ajouter, que nous n'aurions pas forcément pensé. Merci pour l'invitation. Merci Mais beaucoup. c'est un plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Auquel cas, vous pouvez lever la main. Non, vous avez été limpide. C'est magnifique, comme tous les panels depuis hier. Nous sommes limpides. Non, on a eu des questions quand même. Pas de questions, vous êtes sûrs? Parfait. Et bien dans ces cas-là, nous allons conclure sur les mots de Léa, puisqu'ils étaient tout à fait appropriés. Et puis merci à tous les trois d'avoir joué le jeu. Et n'hésitez pas à aller visiter les stands, bien évidemment, de nos intervenants, si vous souhaitez poursuivre les échanges. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.